Bienvenue dans la voie du désert. L'écho des sans-voix. Qui informe, édite, sensibilise. L'espace où résonnent les voix oubliées. Ici, la voix du désert parle. L'Afrique répond. La voix du désert. Bateau Askalui. Bateau Afrique. Ubeko ci aduna bi. صوت الصحراء مرحبا بكم الرأي والرأي الآخر. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام مرحبا دما. شحالكم شطاري فيكم شو مواسين؟ ما شاء الله ياك لاباس عليك بخير. الحمد لله ما بنتوا لحقتوا والله. كان كنت تفتحوا لنا كاميرا. نفتح كاميرا اوكي. والله حينفتح كاميرا. On ne s'est pas compris par rapport à l'heure. D'accord, donc j'étais enregistré ou pas, moi je ne connais pas bien Wesson. لا كليك ويصير الكاميرا وتشوف فيها فلاش. Il y a caméra, tu touches, ça va s'ouvrir directement. Est-ce que c'est bon maintenant? Voilà. On t'a pas vu, on t'a mis pour grand écran, mais l'image ne sort pas. Voilà, c'est bon. Ok, bonsoir à tous. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Docteur, on s'excuse d'abord par rapport à l'heure, je pense. Adam, pas de souci, il y a une confusion seulement, mais c'est pas grave. Oui. Adam il m'a appelé à l'instant, il m'a dit qu'il y avait un problème de confusion. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a aucun souci. Ça, c'est une erreur de ma part et je m'en excuse. C'est pas grave. Tout d'abord, merci, chers fidèles auditeurs de la Voix du désert. Merci de nous accueillir chez vous à chaque vendredi à pareille heure. Nous vous disons merci. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce plateau Noureddine Mohamed, qui est en Mauritanie. Il a fait ses études universitaires en France, à Reims, Metz, Amiens. Il a obtenu diverses licences en maîtrise, master, en doctorat en informatique, en combinaison et en théorie de solver. Il est maître conférencier de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises de Mauritanie depuis 2012. Et aussi, pour vous dire, docteur sur sa carrière professionnelle, il a été directeur de ressources humaines de l'opérateur télécom qu'on appelle Chinguitel de 2015 en 2019. Et puis conseiller directeur général également de l'entreprise où il a également été expert de l'autorité de régulation multisectorielle de Mauritanie. Il assume les fonctions de gestion de régulation d'enseignants et de chercheurs. Docteur, je pense que si je suis fidèle par rapport à cette présentation, libre à vous d'ajouter ou bien de corriger par rapport à ma présentation avant de rentrer à l'entame des questions. Je vous remercie beaucoup. Oui, vous avez été fidèle, bien sûr. Il manque quelques informations, mais ce n'est pas fondamental. Donc en fait, voilà, j'ai été DRH également de la Banque nationale de Mauritanie de 2020, je pense, à 2023, 2022. C'est essentiel. Et j'ai fait toutes mes études supérieures en France, dans 3 académies françaises, je pense que vous l'avez dit. Et puis c'est tout. Actuellement, je suis dirigeant d'un établissement privé, un cabinet de consultation, de développement des ressources humaines. Voilà. Donc je continue à être enseignant universitaire à l'Institut que vous avez mentionné. Je suis là surtout ce soir en tant que président du parti Mauritanie en avant. Je pense que c'est le titre le plus important. Ouais. Donc je vous remercie pour la présentation. Président du parti Mauritanie en avant. Oui. Comment se passe votre parti? Vous êtes reconnu, vous avez reçu votre récépissé. Comment ça se passe avant de rentrer dans des questions de fond? Notre parti existe depuis 2017. Il avait déposé un dossier d'agrément depuis novembre 2017, mais nous n'avons pas eu, comme beaucoup d'autres partis politiques, malheureusement, parce que le régime en place n'applique pas le droit correctement, notamment le droit relatif aux partis politiques. Mais avec la dernière version de la loi qui a été promulguée cette année-là, en 2025, nous avons déposé encore une autre fois et nous avons obtenu un agrément le 18 août dernier. Et d'ailleurs, ça tombe bien ce soir parce qu'on vient de compléter les 60 jours hier. Les fameux 60 jours normalement qui doivent nous passer à notre agrément définitif. On a eu des récépissés provisoires avec 4 autres partis politiques. Voilà, on vous souhaite bonne chance et nous attendons parce que vous êtes dans l'arène politique. Certaines vous jugent comme quelqu'un qui gêne, quelqu'un qui a le verbe qui tranche et aussi qui fait gêner l'État. Mais on va penser sur des grandes questions, la politique et la gouvernance. Le régime actuel respecte-t-il réellement les principes d'un État de droit? Absolument pas.
il est loin de les respecter, il les viole quotidiennement sous plusieurs formes, donc, dont celle que je viens de vous mentionner, à savoir le pluralisme politique. Les agréments des partis politiques ne sont pas obtenus facilement. Mais nous espérons qu'avec la nouvelle loi, malgré les freins qui ont été mis et les difficultés qui ont été installées dans la loi, les conditions un petit peu difficiles quand même. Et même il y a d'autres, hein, les libertés collectives. Il n'y a pas que les partis politiques. Il y a la liberté. Il y a des journalistes qui sont allés en prison. Il y a des blogueurs qui ont eu des soucis de ce genre. Nous avons, avec toutes les injustices que vous connaissez, historiques ou actuelles. Non, on est loin de l'état de droit. Pour nous, dans le parti Mauritanien en avant, l'état de droit, c'est plutôt un état qui applique plus de 95% de ses textes de loi et des textes d'application, ce qui est loin d'être l'état mauritanien. Donc nous vivons plutôt une démocratie, ce que l'autre a appelé une démocratie, c'est-à-dire une fausse démocratie dirigée par des militaires cachés sous leur costume de civils, mais qui ne trompent personne. Je vais toujours, quand on parle de politique et de gouvernance, et votre parti, c'est Parti Mauritanien en avant, pour le rappeler aux fidèles auditeurs. Mais quelle lecture faites-vous de l'absence de volonté politique à régler le passif humanitaire? Alors, nous pensons que le passif humanitaire est une question qui n'a que trop duré. Je pense qu'il est temps que les Mauritaniens s'écoutent à 100%, qu'il n'y ait pas d'intermédiaires, de ne pas laisser les places à des intermédiaires ni étrangers, ni des personnes de notre pays, et qui veulent utiliser ou qui instrumentaliser cette question. C'est une question douloureuse, c'est un passé douloureux, et je pense qu'il faut éloigner la langue de bois. Il faut parler aux orphelins et aux veuves des personnes. Moi, j'ai eu la chance de passer une grande partie de ma vie d'étudiant en France. J'ai eu à connaître le contenu de l'enfer d'Inal et de tous les écrits qui ont été écrits. J'ai côtoyé des personnes des flammes avec qui je suis pas d'accord toujours, mais quand même on a pu s'entendre, on a pu s'écouter. On a pu mettre de côté les divergences qui séparent, parce que je pense sincèrement, sans langue de bois, qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent, surtout l'avenir qui nous unit en tant que Mauritaniens, quelle que soit la culture. Et c'est une conviction que j'ai depuis très longtemps. On peut trouver des enregistrements de moi depuis 15 ans où je dis la même chose. Donc je fais pas de langue de bois aujourd'hui. Je suis pas dans une période électorale. Je cherche pas de voix. Mais je dis que le passif humanitaire doit être résolu, mais il faut que le pouvoir en place et que toute la communauté politique écoute les victimes directes ou leurs enfants et ne pas essayer de ramener un porte-parole de je sais pas d'où il vient d'où, avec tout le respect que je dois à la classe politique. Je pense que tout le monde n'a pas le niveau d'honnêteté intellectuelle pour pouvoir résoudre ce genre de problématiques qui sont extrêmement douloureuses. Donc je pense qu'il faut faire comme d'autres pays l'ont fait. Le Maroc et d'autres pays ont des situations semblables où il y a eu des ateliers nationaux, des discussions devant tout le monde, de mettre les cartes sur les tables, écouter tout le monde. Et écouter les douleurs, les frustrations, penser les plaies et après les avoir soignées. Je pense que ça, on peut le faire en Mauritanie. Oui, on peut le faire en Mauritanie, mais docteur, vous savez, la Mauritanie traverse beaucoup de questions qui restent en suspens. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez l'idée de certains leaders politiques qui qualifient la Mauritanie comme un pays d'apartheid? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que... Absolument pas, je partage pas. Allez, excusez-moi, terminez votre question. Je dis, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde en qualifiant la Mauritanie d'apartheid? Non, je suis pas d'accord du tout. Je m'y suis opposé 2 fois lorsque Biram l'a dit il y a quelques années et lorsque Khalid Diallo l'a suivi, il a dit. Entre autres, je suis pas en train de mentionner ces noms pour les dénigrer parce qu'ils sont pas là. Je les respecte en tant qu'homme politique. J'ai même eu des échanges positifs avec eux, mais sur ce point, je suis absolument pas d'accord. Je pense que l'apartheid tel que nous l'avons étudié a ses caractéristiques extrêmement connues. Les apartheids, il y en a pas eu 36 dans le monde. Il y a eu un apartheid sud-africain, il y en a un apartheid semblable en Palestine, il y a eu quelques apartheids ici et là, mais il n'y en a pas eu 36. Dans les 206 pays du monde, je pense que c'est une minorité, une infime minorité où il y a eu un véritable apartheid. Ceci étant, ça ne nie pas l'existence d'un racisme organisé, d'un mépris envers des minorités ou des majorités. Il y a certains qui pensent que c'est des majorités. Bon, après, on peut segmenter la population comme on veut, selon la taille ou la couleur, ou le dialecte parlé ou la langue parlée. Mais je pense que l'apartheid tel qu'écrit dans des lois où il y a des robinets, où il y a que des noirs qui peuvent boire, il y a des bus où il y a que des blancs qui peuvent monter, il y a des coiffeurs où il n'y a que des blancs qui peuvent y aller, il y a de la nourriture qui peut être achetée que par des blancs et non pas par des noirs, il y a des séparations, la ségrégation telle que nous l'avons étudiée sur les bancs de l'université, on l'a lu dans les livres et on l'a lu dans les articles extrêmement reconnus dans le monde, non. Mais la situation de la Mauritanie n'est pas un apartheid, c'est une exagération. Au pire des cas, si la personne de bonne foi, ça peut être un abus de langage.
Mais ça ne nie pas non plus qu'il y ait des pratiques de racisme dans l'administration, dans les recrutements, dans la minimisation des langues des autres et dans leurs caractéristiques culturelles. Donc, on vous entend pas parler sur l'accaparement des terres, sur l'esclavage, sur la discrimination, sur le recrutement. On vous entend pas parler, docteur. Nous avons un discours en tant que parti mauritanien avant, on le fait entendre à qui veut l'entendre. Il y a certains qui veulent pas l'entendre. C'est écrit sur notre page Facebook, c'est écrit sur notre site internet, Mauritanie en avant. Nous le disons. J'ai été amené à parler, à faire des lives en français uniquement pour mes frères compatriotes mauritaniens qui ne sont pas hassanophones. Ceci étant, on peut ne pas être d'accord sur le dosage que j'ai fait pour faire passer mon discours, mais je l'ai fait, c'est pas la langue de bois, je ne cherche à plaire à personne, je cherche à plaire à mes convictions. Moi et mes amis de Mauritanie en avant, nous sommes antiracistes. Nous pensons que le racisme ne peut absolument rien construire, surtout au XXIe siècle, et que la Mauritanie a la chance, et c'est pas comme tout le monde le dit sans l'appliquer, la Mauritanie a la chance d'avoir au moins 4 ou 5 ethnies. C'est pas beaucoup. Il y a des pays où il y a une centaine d'ethnies. En Inde, en Afrique du Sud, au Gabon, il n'existe pas, moi, ce que je répète souvent, c'est qu'il n'existe pas un pays dans le monde où il y a une seule ethnie. Ça n'existe pas. Donc, profitons qu'il y ait des Soninké, des Poulars, des Wolofs, et des Bambara, et des Hassanophones chez nous en Mauritanie. Même dans les Hassanophones, les Morts, ou les Morts blancs, ou les Morts noirs, etc., il y a même des subdivisions dedans. Cette diversité peut être positive. Si on le veut, mais on peut en faire une guerre civile si on veut aussi. On peut en faire un apartheid, comme vous dites. Mais on m'entend pas beaucoup. Les terres, l'accaparement des terres durant les événements de 1989 et après plus tard, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Peut-être pas assez, si vous voulez dire. J'ai pas eu l'occasion d'en parler assez, mais c'est une conviction en tout cas. Et le fait de parler des recrutements qui ont été mal faits, également. Le fait d'appeler d'un certain nombre de ségrégations, j'en ai parlé également. Donc, on m'entend pas. Ben, je sais pas c'est qui on. Et je ne sais pas quand, est-ce que c'est pas assez. Peut-être que je parle pas de Soninké, c'est vrai. Je parle pas malheureusement de Poulard, mais je m'y mets. Je connais des mots et je continue à parler. Je pense qu'avec le temps, mon discours sera plus audible. Il y a des gens qui préfèrent camper sur des préjugés sur moi. C'est un jeune mort blanc, descendant d'un fonctionnaire mauritanien mort blanc. Ça ne peut qu'être quelqu'un de Tavrarzene qui ne connaît rien à tout ça, qui ne connaît rien à la douleur. C'est un petit mort blanc ou arabo-berbère comme aiment disent certains, que vous connaissez très bien. Et que voilà, il est certainement raciste lui-même, déjà par défaut, ou alors s'il n'est pas raciste, il est méprisant. Mais c'est parce que quand je suis pas d'accord avec des frères à moi, des compatriotes noirs ou blancs, je m'exprime de la même manière. Donc il y a des gens qui veulent que quand je vais dans un groupe WhatsApp où il y a que mes frères Soninké et Poulard Wolof, je dois parler avec une langue de bois qui dit que je suis gentil et docile, alors que moi je parle avec la même ferveur, que je sois avec des arabophones ou avec des Soninko, voilà, oui. Faut parler à tous les Mauritaniens. Docteur, existe-t-il l'esclavage en Mauritanie? Aujourd'hui, on a vu des lois, de justice et tout ça. Est-ce que l'esclavage, jusqu'à présent, on peut dire que ça existe en Mauritanie? Je pense que ça a existé pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, pour être très franc avec vous, et je ne veux pas noyer le poisson, mais je vais être rigoureux, je n'ai pas connu moi-même des cas d'esclavage direct. J'ai vu les séquelles chez toutes les communautés mauritaniennes. D'ailleurs, c'est des fois plus sévère chez certaines à qui on s'attend pas que d'autres. J'ai vu moi-même à la Brakna, quand j'étais jeune, un cimetière de Mauritaniens, je vais pas dire de quelle culture, c'est pas important, mais un cimetière où les esclaves étaient séparés dans leur tombe par rapport à leur maître. Donc je pense qu'il y a eu des cas d'esclavage très graves en Mauritanie dans toutes les cultures, j'insiste sur ça. C'est pas pour dire que c'est un bonheur, c'est un malheur partout. Mais je pense qu'il y a eu des avancées réelles. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un délit. Comme il y a encore des voleurs en Mauritanie, mais le vol est interdit. Tous les jours il y a des voleurs qui vont en prison. Je pense que raviver si ça ravive la haine, on utilise l'esclavage en disant ton grand-père il m'a fait esclave, mon grand-père et donc toi tu es coupable. Ça je suis pas d'accord. Je pense que l'injustice ne se nettoie pas avec une injustice. Il y a bel et bien eu l'esclavage en Mauritanie. Il y a encore des séquelles très graves, des fois plus graves que l'esclavage lui-même, parce qu'il y a eu des esclaves avant qui étaient mieux traités il y a eu des esclaves qui étaient mieux traités que les descendants d'esclaves. C'est un paradoxe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelques affranchis, entre guillemets, qui ont subi la gravité de l'esclavage plus que leurs ancêtres. Il y a des cas qui arrivent comme ça. À mon avis, on est plus à 90% dans les séquelles. Moi, je suis né à Nouakchott. J'ai été élevé à Nouadhibou pendant quelques années, puis à Nouakchott. Donc, il m'est difficile de vous dire que j'ai vu des cas d'esclavage. Je suis allé à Ambrousse,
Mais les organisations comme SOS Esclaves de Boubacar Massoud, comme Ira, Biranda ou Labeid, comme Brahim Wourlamdan, dénoncent cela avec des preuves. Par exemple, aujourd'hui, on va prendre le cas de Yarg, aujourd'hui, qui a été esclave. Aujourd'hui, jusqu'à présent, en Mauritanie, pourquoi, s'il n'y a pas l'esclavage, pourquoi l'État continue à pouvoir lutter pour éradiquer l'esclavage? Et vous vous souvenez du rapport des Nations Unies par rapport au cas de l'esclavage en Mauritanie? Pourquoi vous basez sur quel niveau pour dire qu'il y a des séquelles, alors que vous n'oubliez pas la création aussi de Tadamoun pour dire qu'on lutte contre les séquelles de l'esclavage? Qui devient Tadamoun, je suis d'accord avec vous. Je suis, que l'on me comprenne pas mal. Je ne suis pas du tout dans la négation en disant qu'il n'y en a pas. Bien sûr qu'il y en a. Mais moi, vous m'avez demandé moi-même, je vous dis que je le vois, je l'ai pas vu moi-même. Mais je suis sûr que ça existe. Mais par rapport, il y a combien de cas? Il y en a combien de cas semblent. J'ai même vu la vidéo qui date de quelques 10 ans où il y avait Biram dedans, il y avait Amina Toument Ali qui était en train de prendre une dame chez elle. La dame refusait de venir, il y avait son frère avec. J'ai vu des cas comme ça. Mais ça, par rapport à 5 millions d'habitants, pensez-vous qu'il y a combien de cas, il y a combien d'esclaves? Pensez-vous qu'il y a 1 million d'esclaves? Ou 500 000 esclaves ou 100 000? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je ne suis pas dans la négation. Il ne faut pas que ce soit clair. Je pense qu'il y en a, mais il faut que l'État l'éradique. Il ne faut pas que l'esclavage ou l'héritage de l'esclavage, ça peut être utilisé pour détruire le pays, pour complètement fissurer le tissu social. Mais ça peut être aussi éradiqué si tout le monde le prenne positivement et qui veut vraiment l'éradiquer et fermer cette plaie. J'espère que je me suis fait... Êtes-vous d'accord pour une identité haratine je suis d'accord pour toute identité nouvelle qui est confirmée et qui est suffisamment justifiée culturellement. Je pense que la question d'identité, c'est pas à moi, professeur d'informatique et de développement des programmes informatiques, qui doit trancher. Il y a des spécialistes qui s'appellent des spécialistes de sociologie qui connaissent à partir de quand une identité socioculturelle ou une identité ethnique existe. Mais de ma connaissance de profane et de vraiment quelqu'un de tout le monde, monsieur Lambda, je pense que si on parle le même dialecte, on fait la même fête, on se ressemble dans tout, sauf la couleur. Je pense qu'une seule couleur ne peut pas faire une identité culturelle. Encore plus chez les morts, ils sont pas tous blancs. Il y a des morts blancs qui sont plus noirs que d'autres haratis. Donc il faut me trouver suffisamment de caractéristiques. Après maintenant, j'ai entendu dire, j'ai suivi beaucoup d'attaques récemment. On m'a même insulté, on m'a dit beaucoup de choses. Je vois même des insultes ici, chez vous là ce soir, mais c'est pas grave, je suis habitué. Et il y a des gens qui m'ont dit non, toi ça veut dire que tu es raciste. Tu veux forcer les haratis à devenir blancs. Moi je force rien du tout. Moi, je dis, qui veut être qui veut. Déjà, il faut donner la liberté fondamentale aux gens de dire ce qu'ils veulent être qui. Par exemple, si les poulards veulent rester poulards toute leur vie, c'est très bien. Ils sont poulards. Si les soniqués veulent l'être, s'il y a des sous-groupements dedans qui veulent l'être, s'il y a des serrères au Sénégal qui veulent pas être des Wolofs, c'est leur choix. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que moi, je suis docteur, juste pour vous dire, il n'y a pas d'insulte, on va pas l'accepter. Les gens font faire des commentaires qui sont contraires par rapport à votre vision en tant qu'homme politique. Si vous permettez, je termine juste par rapport à l'identité haratine. On ne le comprenne pas encore une autre fois. Il y a des gens qui sont très prêts, ils sont prêts à dégainer à chaque fois que tu Docteur, est-ce que vous n'avez pas un discours nuancé? Non, en fervent. C'est une façon polie de me dire que j'ai un double discours peut-être, ou un triple. Ouais, mais je demande, je dis par exemple, qu'est-ce que vous appelez nuancé? Est-ce que vous n'avez pas un discours nuancé pour être correct avec vous? Absolument pas. Donc c'est une façon nuancée également de me suggérer un discours de langue de bois. Je vous dis que non. Moi, je pense que moi, ce que je n'accepte pas, c'est que certains haratines intellectuels de haratines veulent avoir un paternalisme sur tous les haratines. C'est une forme de terrorisme intellectuel que j'accepte pas. On peut pas remplacer l'esclavage classique et barbare, ancien, par un nouvel esclavage qui dit non, moi je suis un leader de haratine, donc c'est moi qui définis aussi. C'est à personne de dire ce qui est le haratin. Il faut laisser tout le monde dire ce qu'il a envie d'être. Donc, voilà. Sur cette question, on va continuer, docteur. Sur le dialogue national, est-il un moyen sincère de réconciliation ou une simple opération cosmétique? Pardon, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je disais par rapport au dialogue national. Je dis, est-il un moyen sincère de réconciliation ou une simple opération cosmétique? Alors, pour l'instant, nous voyons que le côté cosmétique. Honnêtement. Ceci étant, notre parti mauritanien en avant, il a remis sa feuille de route et sa contribution dans la plateforme. Pour l'instant, on n'a remis que la feuille de route.
Et nous l'avons amené à Moussa Fall avec les 10 autres partis politiques de l'opposition. Bon, on peut pas dire non plus que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça nie, ça balaye complètement l'espoir d'avoir un dialogue. Mais pour l'instant, rien ne confirme son sérieux, le niveau de sérieux qui est demandé. Donc pour l'instant, on peut être dans les cosmétiques. J'espère qu'on passera à l'étape suivante, comme vous dites, de sérieux quoi. Ouais. Ah, c'est le parti mauritanien en avant. On va venir sur la société parce que c'est des grands thèmes et je sais que vous les maîtrisez en tant qu'enseignant et quelqu'un qui est vraiment outillé par rapport à ces questions-là. Société et cohésion nationale. Le système actuel marginalise-t-il certaines communautés? Et pourquoi la jeunesse mauritanienne perd de confiance et l'avenir en l'avenir du pays? Alors, ce sont deux questions. La première, je pense que le régime actuel peut marginaliser absolument tout parce qu'il est dans l'arbitraire dans beaucoup de choses. Donc, il peut marginaliser volontairement ou involontairement, non seulement des minorités, des couleurs, des cultures. Il peut ne pas respecter la langue de certaines composantes mauritaniennes. Il peut faire des nominations d'une seule couleur. Il peut faire des équipes de football d'une même couleur. Il peut faire absolument tout. Parce que c'est pas un état de droit. Vous avez très bien répondu à vous-même en commençant par poser la question de l'état de droit. Lorsque nous ne sommes pas dans un état de droit, eh bien, tout est possible. Tout est possible. Il faut s'attendre absolument à tout. Quand on n'est pas dans un état de droit, on est plutôt dans l'arbitraire. Donc, quand c'est l'arbitraire, il va naturellement marginaliser les haratin, les soniquets, les polars, une partie des morts, les forgerons. Il va marginaliser les plombiers, les électriciens, il va marginaliser les instituteurs. Pensez-vous que 24 000 instituteurs ou professeurs de collège ne sont pas marginalisés? Ben, ils ont des très mauvais salaires, de très mauvaises retraites. Donc la marginalisation, théoriquement, c'est un comportement collectif qui vise à mettre de côté, à mettre en marge une frange de la société. Elle peut être culturelle, cette frange. Elle peut être d'un certain niveau de vie. Ça peut être un bidonville. Moi, je pense que les gens de PK12 ou des PK18 sont marginalisés, de certaine manière. Je pense que les forgerons sont insultés, sont marginalisés régulièrement, dans toutes les cultures, hein, pas que dans la culture, moi. Donc, tant qu'on n'est pas la seule solution, en Mauritanie, c'est l'état de droit. Où tout le monde, ou un Soniké, un Poulard, un Wolof, un Mauritanien qui veut être de ni l'un ni l'autre, un mélange, un métis entre les deux, va trouver ses droits et ses devoirs de façon claire. Je disais par rapport à ça, par rapport à la jeunesse, pourquoi aujourd'hui en tant que jeune, parti mauritanien en avant, pourquoi la jeunesse mauritanienne perd vraiment un avenir inquiétant? Oui, excusez-moi, j'ai oublié la question. Je pense que c'est très clair, la jeunesse n'a pas de place. Lorsque vous savez que en Mauritanie, je suis tombé sur une statistique récemment qui est alarmante. Il y a une statistique qui dit que il y a 4% de Mauritaniens qui sont au-dessus de 60 ans. 4% seulement des Mauritaniens qui sont au-dessus de 60 ans. Et ben, si vous regardez le niveau d'âge du gouvernement actuel, c'est 55 ans. Alors que Razouani a dit que ce sera un gouvernement de jeunes et pour la jeunesse. Il a dit comme ça, texto. Et donc, la moyenne d'âge du gouvernement actuel, c'est 55 ans. La moyenne d'âge des présidents des conseils d'administration qui touchent 2 millions, 3 millions par mois, qui ont une belle voiture, et qui ont une belle maison, et qui ont déjà une belle carrière, entre guillemets, eh ben, ils sont tous au-dessus de 70 ans. Entre 65 ans et 75 ans. Donc, voilà pourquoi une population, vous savez combien fait la jeunesse mauritanienne? La jeunesse dans la région où on est, la région du monde où on est, la région du subsaharienne, là, le Sahel, le Maghreb arabe et le Sénégal et les pays là, la jeunesse, elle est comptée de 15 ans à 34 ans. Eh bien, ça, c'est 2 millions 200 de Mauritaniens sont entre 15 ans et 34 ans. Vous imaginez? En dessous de 40 ans, c'est 82% des Mauritaniens. Eh ben, ça explique lorsque vous avez aucun banquier jeune mauritanien, vous avez aucun jeune mauritanien qui est président du conseil d'administration, mais aucun, qu'il soit blanc ou noir, on va rentrer dans les autres injustices. Vous avez aucun millionnaire quasiment jeune mauritanien, très rare, milliardaire, pardon. Aucun milliardaire jeune mauritanien. Sauf si c'est un héritier. C'est un héritier direct de quelqu'un qu'on connaît. À part ça, il n'y a aucun. La jeunesse mauritanienne, elle ne trouve aucun recrutement qui est fait correctement comme il faut. Lorsqu'ils sont salariés, ils ne signent pas de contrat en général. Lorsque ces contrats sont signés, ce sont des contrats CDD ou des CDD masqués. Eh bien, je pense que les 40 à 50 000 Mauritaniens qui ont fui vers les murs du Mexique pour aller aux États-Unis, ils ne fuient pas que les salaires. Ils ne fuient pas que les libertés collectives qui sont bafouées. Ils fuient un écosystème, un environnement d'injustice. Lorsqu'ils font un taxi, ils se font arrêter 5 fois par un flic pour leur demander de l'argent.
Lorsqu'ils veulent parler de leur liberté, lorsqu'ils font blogueur, ils sont menacés par la HAPA. Lorsqu'ils veulent aller jouer au foot, ils trouvent pas de terrain pour jouer au foot. Lorsqu'ils veulent faire un gymnase, il faut qu'ils payent un gymnase qui coûte cher. Lorsqu'ils veulent faire une colonie de vacances, ils n'ont pas d'infrastructure de divertissement. Connaissez-vous un endroit de divertissement correct à Nouadhibou, à Nouakchott, qui sont les deux capitales? Il n'y a pas. Donc tout ce que la jeunesse demande, il n'y en a pas. Alors le paradoxe, c'est que la jeunesse est majoritaire en Mauritanie et c'est celle qui a le moindre des choses en Mauritanie. Donc voilà ce qui fait, ce qui explique, répond à votre question. La jeunesse elle est en fuite, elle cherche d'autres horizons, elle cherche à vivre sous d'autres étoiles. Docteur, je viens sur la diversité ethnique. Est-elle une force ou un problème mal géré par l'État? Docteur, quand est-ce que vous allez faire une tournée dans la vallée? Si vous réclamez que vous êtes le parti mauritanien en avant, qui englobe tous les Mauritaniens dedans. C'est une très bonne question. Je pense que c'est pas un problème. Je pense que c'est une richesse bafouée, comme la richesse que nous avons naturelle. Autant on a bafoué la richesse du patrimoine halieutique. On a 720 000 des meilleurs poissons du monde. On a l'or. On a le gaz qui fait le 9e de la réserve du Qatar. On a aussi 5 millions de personnes, dont 2 200 000 c'est de la jeunesse potentiellement balèze physiquement. Et après, c'est bafoué. Je pense que notre diversité culturelle, qui n'est pas très fameuse, hein. Beaucoup de Mauritaniens, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a que des morts en Mauritanie, de Soniké, de Poular, mais ça, c'est pas beaucoup, hein. Vous savez, en Inde, il y en a 134. Il y a des pays où il y a 300 ethnies. Au Niger, nous, on a 3 ou 4 qui s'entendent bien d'ailleurs. Au début, ils se sont entendus bien. On a 3 ou 4 ethnies qui habitaient tous à Iloa et à Blokat. Et à Iloka. Et à BMD. Mais tout le monde connaissait les familles. Ma grand-mère, elle était en Poulard. C'est mon oncle aujourd'hui. Donc tout le monde était mélangé. Tout le monde avait la même religion. Et encore la même religion. Donc c'est pas difficile. Je pense que c'est une richesse qui est bafouée, qui est mal exploitée. Et je pense qu'au contraire, elle est utilisée maintenant, dernièrement, elle est utilisée pour diviser, pour attiser la haine entre nous, pour ne pas soigner les plaies dont vous avez parlé du Pacifique humanitaire, alors que nous, on peut faire un joli pays. Parce qu'on est au Brésil, il y a des dizaines d'ethnies, je ne me rappelle plus du nombre, au Brésil. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans d'autres pays qui ne se disent pas musulmans, il y a des chrétiens, des protestants, des athées, des idolâtres, et qui ne sont pas dans la même culture. Nous ici, que tu sois Poulard, ou Soninké, ou Wolof, ou tu es malikite, tu es musulman. Il y a beaucoup de choses qui nous lient. Mais malheureusement, il n'y a aucune politique qui est faite. Donc, c'est loin d'être un problème. C'est plutôt un blocage qui est fait par les régimes, notamment le régime militaire, qui veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte, en utilisant toutes les faiblesses de la société, dont la diversité culturelle, qui est d'ailleurs pas énorme. Donc c'est ça. Donc, je pense que la Mauritanie, si elle trouve un bon état de droit, personne ne va plus parler de passif humanitaire, personne ne va plus parler, moi je suis Soninké, toi tu es Poula, l'autre il est mort. On va plus parler de ça parce qu'on n'aura pas le temps. On aura des familles mixtes. On aura, comme il y en a d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de familles. Il y a une tribu mort qui est d'origine Soninké, hein. Au moins une tribu mort. Ça, tout le monde le sait. Et tout le monde sait que tout le monde sait que l'émirat de Trarza entièrement, il a ses oncles qui sont Wolof. Le Walou, tout le monde le sait. Il y a même la photo. La reine Djombot. La reine Djombot qui est très connue, c'est le cas. Hein. Il y a énormément d'émirs. Il n'y a pas un émir qui n'est pas métis, quasiment, en Mauritanie. Donc, voilà, donc c'est un faux problème. La tournée, j'ai été invité à Bogué, à Selibabi. Je suis allé à côté de, d'abord, vous m'avez dit quand est-ce que vous allez faire une tournée, sans savoir est-ce que je l'ai déjà fait ou pas. J'ai déjà fait des visites, mais c'est vrai que au nom du Parti Mauritanien en avant, nous allons entamer bientôt nos tournées dans toutes les wilayas de Mauritanie, y compris la vallée, que j'aime beaucoup particulièrement. Donc je suis allé à Rosso, bien sûr, je suis allé dans les environs de Barkawel et de Kaïdi. Je suis pas encore allé à Selibabi malheureusement, j'irai du côté de Willinger. Donc et à Nouakchott déjà, il y a des quartiers qui sont souvent représentés comme étant des quartiers où il y a une certaine culture qui est majoritaire par rapport aux autres, que je visite beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, mais je n'ai pas à l'afficher pour montrer que je suis pas raciste. Ouais. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes à la première partie de notre émission. Je pense que nous allons faire une pause pour vous donner le temps d'éteindre votre soif et revenir au deuxième partie. Excusez-moi, je suis en train de boire en même temps. Merci. C'est pour cela. On va bien le faire. Adamo, je te donne la parole. Vous m'avez isolé, je crois que je vais mettre le jingle en attendant que notre docteur se repose un peu. La transition. Non, moi, ça va, il n'y a pas de problème. Hein. J'aimerais qu'on mange, il n'y a pas de problème pour moi. C'est à votre convenance. Donc, moi, j'ai laissé notre doyen Ali à gérer, parce
que moi je suis en arabe ou pas. Donc, j'ai quand même quelques questions que je dois poser. Je vais vous poser des questions, mais... Oui, je vous donne la chance de poser vos questions avant de rentrer sur la deuxième partie de notre émission. Pour rappeler aux gens, nous sommes aujourd'hui sur la voie du désert. Notre invité, c'est Docteur Noureddine Mohamed, qui est le président de Mauritanie Parti en Avant, aujourd'hui qui est notre invité. Et je pense que par rapport à son dans l'échiquier politique, il est quelqu'un qui est venu, il est jeune, il a de l'ambition, les gens peuvent être pour ou d'accord par rapport à ses interventions, mais il essaye de faire de son mieux pour essayer d'exister et de contribuer avec ceux qui vont bâtir la Mauritanie. Adam, je te redonne le micro en attendant pour que je rentre dans la deuxième partie de notre émission. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à notre docteur. Moi, j'ai deux questions, mais je vais poser la première question avec une réponse d'1 minute. C'est que, Une minute. que pensez-vous de la loi 93, la loi 093, l'abrogation de la loi 93? Vous parlez de la loi d'auto-amnistie. Moi, je l'appelle la loi d'auto-amnistie. En 1 minute, s'il vous plaît. D'accord, je pense que, voilà, j'ai répondu. Je pense que c'est une loi d'auto-amnistie. Le régime en place voulait s'auto-amnistier et ça, c'est pas normal. Normalement, on se fait amnistier par quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire d'abord la lumière et ça, cette réponse, je l'ai depuis 15 ans. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, m'a posé cette question. Elle n'est pas nouvelle. Je l'ai dit avant de faire la politique et je l'ai dit toujours. Je pense qu'il y a eu des problèmes en Mauritanie. Il y a eu des plaies. Même جراح بالعربية جراح. يتينا يلا تعالج. يعالجوا الموريتانيين كامل. Il faut que tous les Mauritaniens la soignent ensemble. Comme j'ai dit à votre collègue tout à l'heure, il faut parler aux veuves qui sont là aujourd'hui, qui habitent à Nouakchott, qui habitent ailleurs dans la vallée. Il faut parler à leurs enfants. Il faut que l'État parle. Il ne faut pas s'auto-amnistier. Je pense qu'il faut abroger la loi ensemble. Mais il ne faut pas non plus basculer dans la chasse aux sorcières et d'essayer d'entrer dans un système de vengeance. Parce que je pense que ça ne sert à personne non plus. Mais il faut pas... en tout cas, quand on s'auto-amnistie, ça tombe à l'eau. Oui. Ça va, j'ai été clair. C'est pas nuancé comme disait mon ami là. Non, il n'y a pas de souci. Donc, C'est pas un double langage. Hein. moi, comme que l'émission, c'est pour notre doyen, moi, je vais juste profiter de poser des petites questions. La deuxième question, vous parlez... Je vais revenir sur ce verdict. Alors, coupe le micro, Mahalia, s'il te plaît. Voilà. Donc, les gens vous taxent, vous, et Mohamed Jamil Mansour, et les autres 5 partis qui ont eu des récépissés provisoires. Les gens vous taxent les partis du ministère de l'Intérieur. Qu'en pensez-vous? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui commente, il dit les coupables doivent quand même payer. Bien sûr, quand on dit qu'il faut annuler l'amnistie, c'est qu'il faut faire justice. Non, là, déjà, vous voulez. Là, c'est par respect. Ok, d'accord. Là, sur l'écran auto. Là, c'est noté. Ça fait partie, mais on ne répond pas. L'invité ne répond pas. Vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas dit, donc je ne sais pas. Ok, vous avez raison. Adam, c'est bon. Non, c'est bon, Hollou. Je n'ai pas encore fini ma question. Non, je dis c'est bon, continue ta question. Ah, mais la question, je l'ai posée. J'ai dit que les gens taxent les 5 partis qui ont déjà eu des récépissés provisoires. Lui, c'est le parti des Jamil Mansour, et le parti de Woulim Mini, les autres partis, et les 2 autres partis. Donc, du coup, les gens vous taxent les partis du ministère de l'Intérieur. Donc, moi, je veux savoir, qu'en pensez-vous en 1 minute encore? Merci. Qu'en pensez-vous, quoi? Qu'il y a 5 partis qui ont été reconnus seulement? Non, les partis du ministère, les gens vous taxent des partis du ministère de l'Intérieur. Ça, je vous ai déjà répondu en arabe sur votre page, mais je vais reprendre la réponse. C'est ça. D'accord. Ben, j'en pense pas. Je pense que c'est des gens qui parlent dans le vent et qui veulent qualifier de ce qu'ils veulent. Je pense que c'est pas des gens sérieux qui disent ça. C'est parler sans preuve. Parler sans preuve, c'est se disqualifier soi-même. Je pense que les gens qui ont dit ça, ils voulaient nous attaquer gratuitement en disant on peut dire ce qu'on veut, en fait, dans ce pays. Donc, on peut dire, voilà, c'est des partis de morts blancs. Parce que s'il n'y a pas un noir mauritanien qui dépose, donc on va laisser tous les autres bloqués en attendant qu'il y ait un dosage. S'il n'y a pas, on trouve pas de soninké qui dépose en partie, et ben tous les poulards et tous les morts blancs seront bloqués en attendant. Ça c'est ridicule. Je pense que l'état de droit ne calcule pas les partis politiques en faisant abstraction du fait que les partis politiques c'est obligé dans chacun de nos partis politiques d'avoir un dosage équilibré. Et c'est le même dans tous les partis politiques, que ce soit un parti présidé par un soninké ou par un mort ou par un poula. Donc ça, c'est ridicule. Le fait de nous dire c'est parti du ministère de l'Intérieur, eh ben, il faut voir, c'est le temps qui va prouver le contraire et qui va dire qu'ils ont menti. C'est des gens irrespectueux qui n'ont que ce genre de bobards, excusez le terme, et qui vont se disqualifier eux-mêmes. Et ça a déjà commencé. Je vais pas donner des noms, mais ça a déjà commencé.
ceux qui ont dit qu'on n'était pas des vrais partis de l'opposition. Alors, nous, on a dit qu'on est des vrais partis de l'opposition parce qu'on n'a jamais de parcelle de terrain à notre nom qui est mis sur le nom de quelqu'un d'autre. On ne nous a jamais ramené des parrainages, on nous a jamais donné de parrainage. Je pense que lorsque notre maison elle est en glace, il faut éviter de jeter les pierres sur les autres. Et il y a le même proverbe hassanophone qui dit que lorsque votre sroual, votre pantalon, lorsqu'il est en beurre, il faut pas se rapprocher du feu. Donc il faut éviter de mettre des étiquettes sur les gens comme ça. 5 partis de l'intérieur. Et demain, lorsqu'il y aura 6 autres qui vont être agrémentés, on va dire quoi? On va dire c'est les partis du ministère des Affaires étrangères. Et après, on va dire c'est les partis du ministère de l'Agriculture. C'est ridicule. Mais je pense que tous les partis vont être reconnus. Je suis pas en train de défendre le ministère de l'Intérieur. Au contraire, je suis un farouche opposant au ministère de l'Intérieur. Je pense qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont privé les gens de leur liberté. Et je suis pas du tout en train de les flatter, mais je n'accepte pas le terrorisme intellectuel. Parce que vous avez un agrément, donc vous êtes du parti de l'Intérieur. Ça, je l'accepte pas. Nous l'accepterons pas. Voilà. Je pense que j'ai répondu. Alia, vas-y. Merci beaucoup, Adamo. Je reprends les questions. Nous avons parlé de la cohésion sociale, nous avons parlé de justice. Il y a des compatriotes qui ont été arrêtés par rapport à leur opinion. Je pense aujourd'hui à M. Seck, je pense à Youssouf Kamara, je pense aussi à Abdoulaye Ba. Quel ressenti avez-vous? C'est un ressenti d'amertume et d'injustice, le fait de commencer à priver des gens de leur liberté à cause de leur opinion. Ceci étant, l'opinion n'est pas illimitée. Et vous connaissez le proverbe français qui dit que votre liberté s'arrête où commence celle des autres. Donc vous ne pouvez pas non plus. Je pense qu'il y en a un qui a dit qu'il va se rendre à la présidence pour frapper le président. Je pense que ça, c'est pas digne d'un politique. Et nous, on ne défend pas l'indéfendable. Moi, il y en a parmi les 3 personnes que vous venez de citer, il y en a un que j'ai défendu sur ma page. J'ai dit qu'il faut qu'il soit libéré. Et j'ai découvert récemment qu'il avait fait une vidéo sur nous en insultant mon parti politique, en disant que c'était un parti qui n'a aucune assise populaire, qui n'a rien. Vous êtes sur des principes, même si une personne n'est pas d'accord. Je ne regrette pas d'avoir dit, et je le redis ce soir, qu'il faut le libérer. Et que ce n'est pas bon, il ne faut pas le priver de sa liberté, mais il faut que tout le monde sache que la liberté n'est pas illimitée. Et vous savez qu'elle n'est pas illimitée en France, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Et que le fait de dire, ouais, je vais aller voir le président pour le frapper, je vais tuer telle ou telle personne, et après dire, ouais, voilà, venez à mon aide, mettez sur votre profil mon nom. C'est pas ça qu'il a dit. Youssouf Kamara, c'est pas ça qu'il a dit. J'ai pas parlé de Youssouf Kamara. Adam ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Il est condamné pour ça. Ah, c'est lui, je ne sais même pas lequel. Je te jure que je ne sais même pas lequel qui a dit ça. Vas-y. Donc, c'est pas ça. Ouais, mais c'est son opinion, il l'a donné par rapport à ça. Non, on ne commande pas. Laquelle de l'opinion? Je dis c'est votre opinion par rapport à votre interprétation. En oui, c'est même interprétation. Ouais. Ceci étant, je pense que aucun de trois ne doit rester en prison. Il faut ça reste quand même des politiques et des gens qui sont des droits de l'homiste. Il faut les laisser, il faut les libérer. Il ne faut pas rentrer dans les. Je pense que l'État il doit viser quand même des intérêts plus importants que ça. Vous êtes un enseignant, vous me dites. Oui, je suis un enseignant universitaire. Oui. Par rapport à l'éducation en Mauritanie, quel bilan faites-vous depuis que vous êtes vraiment dans une vision globale pour essayer de lutter pour que l'éducation de tous. Aujourd'hui, quand on vous demande de faire un bilan sur l'éducation en Mauritanie? Malheureusement, je ne peux pas être alarmiste, mais c'est un bilan désastreux parce que on a eu plusieurs réformes qui sont erronées, qui sont des réformes, appelons les choses par leur nom. Hein. Moi, je n'aime pas trop tourner autour du pot, même si on peut dire que c'est nuancé ce que je dis parfois. Je pense qu'il y a eu des réformes qui sont très très malvenues, notamment le problème de langue. Moi, j'ai pas de tabou. Hein. La question de dire oui, l'arabe, la majorité, l'arabe est la langue officielle. Oui, on peut dire que l'arabe est la langue officielle, mais ceci ne doit pas être. On vous a entendu une fois dénoncer en disant que dans un hôtel, on doit écrire arabe, on ne doit pas mettre français. Oui, et pourtant beaucoup de gens ont trouvé le plaisir de m'insulter et de m'attaquer, de me qualifier de raciste parce que j'ai dit qu'il faut traduire dans les deux langues. Il ne faut pas commencer par le français. Je le dis encore ce soir-là. J'ai pas changé, mais ça ne peut pas faire de moi un gars. Ce que je comprends pas, c'est que quand on dit qu'il faut écrire en arabe, pourquoi ça énerve d'autres Mauritaniens? Pourquoi d'autres Mauritaniens doivent être indignés parce que, alors qu'on sait que les chefferies tribaux et les anciens villages de Soninké et de Poulard dans la vallée correspondaient en arabe, ou en tout cas en lettres arabes. Pourquoi cette haine qui est créée? Je peux comprendre que c'est réactionnaire. Parce qu'il y a des gens qui se sentent croyez-vous pas ils veulent imposer l'arabe aujourd'hui quand aujourd'hui des gens qui sont formés en français aujourd'hui doivent être obligés de changer.
Ouais, ça c'est pas bon. Je pense que c'est une injustice. Vous leur apprenez pas l'arabe, vous leur faites un système qui n'est pas adéquat à leur culture et vous leur imposez ça dans le travail. Je pense que c'est injuste. Il faut que d'abord laisser tous les Mauritaniens parler la langue qu'ils veulent. Et ne pas dire, si vous êtes musulman, vous devez parler l'arabe. Ça, c'est faux. Le prophète ne l'a jamais dit. Et donc, il faut pas dire, il faut laisser les gens parler ce qu'ils veulent. Il y a eu des Soniqués, des Polars, des Wolofs, des Américains, des Blancs et des Noirs et des Chinois qui ont parlé l'arabe tout seuls. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur impose. Les Turcs ont étudié en arabe, les gens de l'Iran. L'Iran, c'est le pays islamique. L'Indonésie, le plus grand pays du monde, n'est pas arabophone. Donc l'arabe n'a pas besoin des gens qui le parlent et les gens n'ont pas besoin d'avoir l'arabe comme langue maternelle. Donc, aussi bien l'arabe ni l'islam a besoin que tout le monde parle que l'arabe. C'est pas nécessaire. Ceci étant, si on dit que l'arabe est la langue officielle en Mauritanie, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'allergies. Il y a des gens, ça les fâche. Moi, par exemple, j'ai été qualifié de raciste juste parce que j'ai dit que il y a un hôtel qui a ouvert seulement, il a commencé par le français. Est-ce que les gens qui m'ont insulté, ils parlent même pas bien le français? Moi, je parle le français mieux qu'eux. Donc, ils défendent le français, ils ne peuvent pas aligner deux phrases en français. Donc, moi, j'ai parlé que de l'arabe et de le français. Lui, il parle soniqué ou wolof, et moi, il m'insulte, il me dit t'es raciste. C'est quoi le rapport avec lui et sa culture? Ça veut dire qu'il n'a rien compris. On va rentrer par rapport à l'économie. Avant ça, aujourd'hui, on vous demande quelles sont vos impressions après avoir vu le rapport 2022-2023. Je pense que vous l'avez lu. J'endors très mal depuis 3 ou 4 jours parce que j'ai vu qu'il y a 1 trillion, c'est-à-dire le demi-trillion, environ 500 milliards d'ouguiyas anciens, qui est l'égal du budget mauritanien en 2016 et en 2017, qui est le tiers du budget actuel, qui est parti entre la main d'incompétents et des corrompus et des corrupteurs. Je pense qu'un pays il n'a pas 10 mètres de système d'assainissement, qui ne peut pas fabriquer une boîte de sardines, qui ne peut pas fabriquer un bon yaourt ou un bon morceau de savon, et qui voit torpiller la moitié de son budget par quelques hommes, je pense que c'est très douloureux. Et ça mérite un tapage médiatique sans précédent. Je pense que ça a mis à nu la fausse volonté du régime actuel à défendre le pays et à défendre l'intérêt de la nation. Parce que le peuple mauritanien qui manque de système de soins, qui manque d'égalité, l'école, vous avez parlé à l'instant de l'éducation nationale qui vit une situation historiquement désastreuse. Et vous voyez les injustices qu'il y a en Mauritanie, vous voyez la fuite de la jeunesse, 50 000, et en même temps on nous dit non, mais il y a 2 ans là, il y a eu quelques personnes qui ont volé ou dilapidé, disait-il, environ 500 milliards d'ouguiyas. Je pense que c'est le genre de rire qui fait pleurer en même temps. Ça fait rire et pleurer en même temps. Donc c'est un désastre. Et je crois, pour terminer à la réponse de cette question, d'ailleurs qui est interminable, il y a beaucoup de choses à dire, que le pouvoir en place aujourd'hui, il n'a aucun choix. Il n'a que 2 choix, pas 3. Soit mettre fin à cette situation et complètement secouer, et mettre en prison et punir sévèrement, très sévèrement, les gens qui ont fait ça, ou alors s'aligner à eux définitivement devant tout le monde dans un scandale historique. Donc il n'y a pas un autre choix. Quelles sont les solutions concrètes au chômage massif des jeunes? Puisque je pense que votre parti a élaboré un programme par rapport à ça. Oui, tout à fait. Je pense nous pensons au niveau du parti mauritanien en avant qu'il y a 2 leviers pour ça. La fonction publique mauritanienne fait travailler moins de 1% de Mauritaniens, ce qui est pas normal. Environ 70 000 personnes. Au Sénégal, il y en a 400 000 employés. 400 000. Je sais que c'est proportionnel par rapport à la population, parce que le secteur privé au Sénégal est meilleur en proportion. Au Maroc, vous avez 1 million de fonctionnaires de l'État mauritanien, qui est le premier employé. Pourquoi je parle de la fonction publique? Parce que c'est le premier employeur. Partout dans le monde, c'est quasiment le premier employé, c'est l'État. En Algérie, il y a 7% de la population qui est employée de l'État, qui est fonctionnaire. C'est pas toujours une bonne chose, mais c'est mieux que la pauvreté. C'est mieux que la précarité. C'est mieux que d'être fonctionnaire de l'État que d'être précaire. Le deuxième levier en Mauritanie, le deuxième employeur, c'est la SNIM. Elle prend 7000 personnes. Le troisième, c'est un privé, c'est Aziast, il fait 4000, entre 3700 et 4000 employeurs. Ceci est absolument loin, très, très loin de l'employabilité dans un pays où, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 80% de la population, c'est en dessous de 40 ans. Donc, c'est pour ça que vous avez la drogue aujourd'hui, que vous avez le basculement, la fuite, l'exode, et les gens qui partent expatriés, il y a beaucoup d'expatriation, c'est parce que il n'y a aucune politique sérieuse de l'emploi. Et moi, je vous parle là en tant que DRH. J'ai été DRH dans le privé.
et j'ai géré du personnel dans le public quand j'étais à l'autorité de régulation. Je sais que la jeunesse aujourd'hui, elle a trois blocages. Donc, pour trouver un stage, il faut des pistons. Pour trouver un stage rémunéré, il faut des pistons. Pour se faire recruter, il faut pleurnicher. Il faut perdre ses hommes et femmes. Il faut sacrifier des choses, des fois, des choses morales. Et pour trouver un poste, on trouve un poste, des fois c'est sans contrat. Et quand on trouve le contrat, il est injuste, c'est de l'esclavage moderne. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de l'esclavage, mais vous oubliez l'esclavage moderne avec les contrats de travail qui n'ont ni horaire, ni prérogatives, où tout est opaque. Donc, je pense que l'emploi en Mauritanie est un désastre. Comment on peut travailler pour terminer la réponse à votre question? Selon la politique du Parti mauritanien avant, très sommairement, c'est de booster la fonction publique, demander à l'État mauritanien de recruter 100 000 ou 200 000 employés mauritaniens, s'assurer qu'il y a la relève au niveau de la retraite et imposer, je dis bien imposer au secteur privé, les 18 banques. En Mauritanie, il y a 18 banques. Vous savez combien de ces banques-là emploient combien de personnes par rapport à ce qu'elles doivent employer? Il y a 3 opérateurs de télécom, elles emploient 1000 personnes. 1000 personnes, c'est 1000 personnes. Il y a 3 opérateurs de téléphonie mobile, ça fait un quart des siècles qu'ils sont là. Mauritel, Matel, ça fait un quart des siècles qu'elles existent. 25 ans. Chingitel, elle existe depuis 19 ans. Et ils emploient 1000 personnes. 1000 personnes, on peut, vous et moi, si on achète des vaches, on a des troupeaux de vaches et on va dans la vallée pour cultiver, on peut employer 1000 personnes rapidement. Donc ça veut dire qu'il y a un désastre. L'État mauritanien, les ministères chargés de la formation ne jouent pas son rôle. Il y a évidemment, et pour terminer, l'inadéquation entre l'output de l'éducation dont vous avez parlé tout à l'heure avec l'input, comme on dit en informatique, c'est-à-dire il y a une inadéquation. Les gouvernements successifs ont échoué de façon désastreuse à faire coïncider les outputs et les inputs. Voilà. Pensez-vous que ce modèle économique est soutenable dans le long terme? Ce que voudrait dire, par exemple, le secteur privé, le secteur vraiment public pour embaucher plus de 1000 personnes, est-ce que ça, c'est soutenable à long terme? Que faites-vous des financements privés? Que faites-vous des financements publics? Aujourd'hui, comment vous allez pallier tout ça? Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre question. Si vous pouvez la répéter. Vous avez dit si aujourd'hui, vraiment, on vous donnait les destinées du pays par rapport à l'économie. Je dis, pensez-vous que ce modèle économique est soutenable à long terme? Le modèle actuel? Ça n'est même pas ça c'est pas un modèle, ça c'est une anarchie injuste. Donc je ne sais pas si vous voulez parler philosophiquement de ce qu'on appelle le chaos. Non, mais c'est pas une question de philosophie, mais par rapport au vous voulez dire peut-être le chaos existant. C'est un système, l'employabilité en Mauritanie est chaotique. Donc on peut parler du théorème de George Bush 2 là, de George Bush senior qui parle qu'il faut créer un chaos en Irak, un chaos qui est structuré. Ça s'appelle un chaos qui structure. Donc, si vous voulez, la situation, c'est un désastre collectif personne n'est employé correctement, personne n'est formé correctement. Donc, je pense que cette situation, pour répondre à votre question, est absolument insoutenable. Et donc, vous voyez bien la violence qui augmente aujourd'hui. Il y a combien de tueries dans les rues? Il y a combien, l'autre jour, on a assassiné 3 personnes dans la même journée. On a poignardé dans le marché plusieurs fois. Il y a des problèmes de sécurité en ce moment. C'est lié beaucoup au chômage et la consommation de la drogue qui sont très liés. Les deux phénomènes sont intimement liés. Donc voilà, absolument, c'est pas soutenable. On va vers le gouffre. On va vers le gouffre si ce n'est une guerre civile d'Allah. Oui, docteur, on va terminer. Vous étiez de la diaspora. On va terminer des relations internationales. Quel rôle peut jouer la diaspora mauritanienne dans la transformation du pays? Je pense que la Mauritanie dispose de quelques diasporas que j'ai pu connaître moi-même en partie. Quand j'étais résident en France pendant 12 années de ma vie, j'ai connu des communautés soninké notamment, qui sont extrêmement respectables et qui travaillent bien, que j'ai connu personnellement, qui construisent des mosquées et des écoles dans leur village, ici en Mauritanie, qui transportent les biens, les bagages des étudiants en fin d'études et des gens qui sont je pense que la diaspora mauritanienne aux États-Unis, par exemple, est extrêmement respectable. J'ai connu quelques communautés en Allemagne, qui habitent en Allemagne, en Mauritanie, sans parler de la communauté en Chine et celle d'Angola, où on a connu une quarantaine de commerçants respectables qui payent leurs impôts et qui financent socialement des écoles dans le centre du pays. Je pense que la Mauritanie, encore une fois, je suis obligé de vous répéter ça, je pense que la communauté mauritanienne, qu'elle soit en Europe ou qu'elle soit, j'ai connu par exemple une bonne partie des Rouennais, les Mauritaniens qui habitent à Rouen, il y a une très bonne communauté rouennais, je pense qu'elle est majoritairement Poula, à Rouen, qui sont très respectables. Même les autorités françaises disent qu'elle se comporte très bien, qu'elle est exemplaire.
Il y a un commissaire de police en France qui m'a dit qu'il a fini sa carrière sans voir un seul délinquant mauritanien, ni un Mauritanien expatrié, qui n'a jamais vu dans son commissariat un seul Mauritanien, ni pour la drogue, ni pour autre chose. Les Mauritaniens à l'étranger sont très respectables. En Arabie Saoudite, il y a 2 générations. Malheureusement, la deuxième génération n'est pas au top, mais la première était magnifique. Il y avait des Docteur, juges. je vais poser 2 questions directes. Après, dans ce rubrique-là, on invite des fois 2 à 3 invités qui vont vous poser des questions directement avant. Mais excusez-moi, j'ai pas terminé de répondre à ma question alors. Ok, c'est bon. Si vous terminez, que la diaspora est mal exploitée, comme la diversité, comme la richesse du pays, comme tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, tout dont on a parlé tout à l'heure. La diaspora mauritanienne à l'étranger, elle n'est pas considérée. On a beau à changer le nom du ministère des Affaires étrangères en disant les Mauritaniens à l'extérieur, mais c'est les faits qui parlent. Ces communautés-là, il faut les aider, il faut les faire venir. Moi, je connais un Mauritanien qui a une société d'agriculture qui fabrique les pompes à Lyon, mais il trouve pas d'interlocuteur quand il vient ici. Combien de Mauritaniens sont venus ici pour s'installer, ils trouvent personne. On les fait rentrer dans des pistons, dans des tribus, dans des choses comme ça. Après, ils claquent la porte, ils partent. Ils ont les papiers d'autres pays. Donc, tout est lié à la gouvernance. Donc, la mauvaise gouvernance a touché aussi les tribus, a touché les cultures en Mauritanie et notamment la diaspora. Excusez-moi, vous pouvez poser votre question. Oui, je vais terminer. Je vais poser 2 questions pour donner la chance aux gens qui font l'interaction de vous poser quelques questions avant de se dire au revoir. D'accord. Docteur, c'est des questions directes. Que pensez-vous de Khali et de Biran Daoula Bey? Alors, Khalid Diallo, il m'a contacté il y a quelques années sur mon Messenger. Il voulait absolument parler avec moi et me faire connaissance. Il m'a dit que on avait l'air d'être sur la même longueur d'onde et j'ai pas vu ces messages rapidement. Après, pour être très franc avec vous. Après, il est venu me rendre visite au siège du Parti mauritanien en avant il y a quelques années. Il est venu me voir. On a même créé un groupe de réflexion ensemble avec l'Eid et avec Sidi Mouloud et d'autres. Et donc, pour moi, Khalid Diallo, c'était un jeune exemplaire, pour moi, de la jeunesse mauritanienne, qui a de la ferveur, qui aime tout le monde et qui veut que sa communauté... Vous aimez ses sorties ou bien vous les fustigez? Non, j'ai pas terminé, laissez-moi terminer. Donc, à mon avis, malheureusement, je regrette quelques évolutions. Je ne juge pas tout son parcours. Je pense qu'il est globalement un jeune politique qui travaille beaucoup dans le social, qui a eu à travailler dans le social, qui inspire beaucoup de la jeunesse mauritanienne. Je suis pas d'accord avec lui lorsqu'il parle d'un état raciste ou d'apartheid, comme Biram en a parlé. Récemment, il m'a attaqué sur sa page Facebook. Mais je vous ai dit depuis le début que je ne juge pas les personnes en fonction des prises de bec qu'il y a avec moi ou des attaques personnelles. Donc, je pense qu'il a quelques dépassements, Khalid Diallo, mais je pense qu'il peut avoir un bon avenir. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite, un bon avenir, sans verser dans le populisme et dans la ferveur qui pousse à dire des choses qui ne sont pas contrôlées et dont on ne connaît pas les périmètres. Vous êtes en train de lancer une peau de banane au leader Khalid Diallo? Non, pas du tout. C'est pas une peau de banane. Je lui souhaite beaucoup de succès. Je pense qu'il a eu des dépassements. Je suis pas d'accord avec lui sur certaines choses. Je pense que sous l'applaudissement et la ferveur, quand il allait voir la communauté européenne pour leur dire que le pays est un pays totalement raciste, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un abus de langage. Comme Biram, lorsque Biram a dit que c'était un apartheid, je lui ai dit directement que je pense que c'est pas un apartheid, même s'il y a des injustices. Donc il faut. Que pensez-vous des flammes en Mauritanie et au président Sambaka? J'en conclus que vous voulez pas savoir ce que je pense de Biram parce que vous avez passé la flamme directement. Oui, parce que vous avez dit que vous avez la même impression, la même réponse avec Khali et Biram, c'est pourquoi. Non, j'ai dit qu'ils ont dit la même chose concernant l'état raciste ou l'apartheid. Biram est plus âgé que Khalid Diallo. Il a plus de charisme, plus de capacité, plus de popularité. C'est quelqu'un qui a été aux élections 3 fois. C'est quelqu'un qui a secondé le premier candidat 2 fois. Donc c'est quelqu'un qui a plus de mérite et qui a aussi plus de danger lorsqu'il dit quelque chose de négatif. Donc, pour toute proportion gardée, j'ai quelques retenues, j'ai quelques appréciations sur Biram. Dernièrement, je n'ai pas aimé lorsque ses amis attaquent ses amis. Nous, on considérait qu'on était ses amis parce qu'on est de l'opposition, même si on n'est pas d'accord sur tout. Et je pense qu'il était derrière tout ça. Et on n'a pas apprécié. Bon, il y a une accalmie maintenant, mais je pense qu'il peut faire mieux que ça. Voilà. Moi, je pense que Biram, en tant que leader, peut faire mieux que ça. J'ai une certaine déception que je cache pas, que je lui ai écrit sur son WhatsApp. Il m'a jamais envoyé un message depuis, mais c'est de bonne guerre et c'est fraternel au fond, même si on n'est pas d'accord. Maintenant, vous passez aux flammes. Aux flammes, il y a l'ancien flamme et les nouvelles flammes. Moi, je fais partie d'une jeunesse mauritanienne qui communiquait sur Mauritanie.net, sur le début d'Internet dans les années 90. Fin des années 90, jeune étudiant mauritanien, j'étais connecté beaucoup sur Mauritanie.net, où il y avait beaucoup de flammistes qui étaient en train de déverser ce qu'ils pensent à l'époque, du plus dur au plus mou, de l'antiracisme au racisme lui-même,
ceux qui détestaient tous les morts blancs, ceux qui disaient que tout l'État était raciste, ceux qui assimilaient tous les Mauritaniens morts à Maouia en personne. Et ceux qui pensaient que la Mauritanie ne devait même pas s'appeler Mauritanie, devait s'appeler la Négritanie. Donc j'ai rencontré beaucoup beaucoup d'extrémistes de flammes, mais j'ai rencontré aussi des gens intelligents et des gens civilisés en France. J'ai communiqué avec des flammistes de Flammes au Canada. Je pense que dernièrement j'ai communiqué avec le jeune qui a été nommé président de Flammes, qui est très intéressant. J'ai son WhatsApp, j'échange avec lui. J'ai oublié le nom, pardon. Et j'ai parlé avec l'ex-président de Flammes qui habite aux États-Unis. Il s'appelle Amadou Ba. Hein? Il s'appelle Habib Oussal. Donc, Habib Oussal, j'ai échangé avec lui. C'est quelqu'un de très intéressant. C'est un jeune bien éduqué. J'ai un échange avec lui très intéressant. Je pense que nous aurons à collaborer à l'avenir, Inch'Allah. Il y a le monsieur là qui est président de la CVE, je pense, qui était aux États-Unis, qui a déposé un politique récemment. Bamamoudou. D'ailleurs, je pense qu'on a parlé sur ta page, Adama. Je pense, avec Bamamoudou. Bamamoudou, c'est quelqu'un de très courtois, de très mature et de très responsable. Donc, c'est pour vous dire que les flammes ne sont pas les mêmes. Dernièrement, j'ai connu, depuis un an là ou deux, je fréquente à peu près Thiam Samba. Je fréquente Thiam Samba. C'est, attention, on a beaucoup de préjugés sur lui, mais c'est quelqu'un de très méthodique. C'est quelqu'un qui a on n'est pas d'accord avec lui, c'est beaucoup de théories qu'il développe, anciennement ou nouvellement, mais c'est quelqu'un avec qui on peut communiquer, on peut travailler. Donc, et qui a beaucoup de respect pour les gens, qui a une organisation, un sens d'organisation. Je suis pas dans la langue de bois, je vous dis ce que je pense. Je reproche aux gens. Donc, il y a les flammes et les flammes. D'accord? Et moi, je suis prêt à collaborer avec qui que ce soit, tout Mauritanien. Parce que quand je suis pas d'accord avec lui, je lui dis que je suis pas d'accord avec lui. Même s'il me qualifie de raciste. Mais je pense qu'on peut travailler ensemble, en général. Je vais terminer par là pour laisser les deux intervenants. Que pensez-vous des partis nationalistes en Mauritanie? Le parti Sawab, les Nasseristes et les Bahadistes? Je pense que là, ils vont m'en vouloir, mais je pense que c'est de vieilles écoles en Mauritanie certains d'entre eux sont dans la contradiction. Actuellement, ils ont compris que le fait de dire oui, je suis nassiriste, je suis basiste. Alors, est-ce que ça, c'est un projet d'État pour la Mauritanie? Peut-être que c'était valable pour Saddam Hussein à un moment donné en Irak, où c'était bon pour Jamal Abdel Nasser. Je les respecte, mais je suis pas d'accord totalement avec eux. Mais comme les flammistes, il y en a qui sont bons, ils sont intelligents, ils comprennent bien que la Mauritanie, ce n'est pas l'Irak, et que la Mauritanie, c'est pas l'Égypte. Qu'en Mauritanie, l'Égypte, il y a des Coptes, il y a des Arabes, mais en Mauritanie, il y a des Soninké, des Poulard, des Wolof, des Hassanophones. Donc, la transposition des projets idéologiques en dehors de la Mauritanie, je peux vous en citer d'autres, arabes ou autres, ce n'est pas une bonne chose. Et je pense qu'il y en a certains d'entre eux sont en train de faire un travail de fond, comme le font certains flammistes. Merci. Adam, je pense que par rapport à l'émission, on va dire au modérateur de faire monter des intervenants qui vont poser chacun d'eux une question. Pour donner à l'invité aujourd'hui qui est Dr Nouridine pour répondre à leurs questions. On demande à tout le monde d'être dans les règles et d'être courtois par rapport à leurs questions. Merci. En tout cas, tu m'as volé mes 2 questions, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, Zamgue. Ah ouais, on est ensemble. Madame, toi, tu es intelligent, tu peux trouver d'autres questions. Non, y a pas de... Inch'Allah, Ali est intelligent. Je suis mon doyen, c'est tout, mon doyen. Il faut respecter les doyens. D'ailleurs, j'ai un clin d'œil à faire à mes frères compatriotes mauritaniens, de négro-mauritaniens, comme on dit. Franchement, c'est honnête, je le dis partout, là. Je le dis même chez les morts. J'ai un respect particulier pour le respect des grands, des doyens, des plus âgés, qui commencent à se faire perdre malheureusement dans notre culture, nous, morts. Chez nos autres cultures, Soninké, Poudar et Wolof, il y a un respect particulier pour les aînés que j'apprécie beaucoup. J'apprécie énormément et que beaucoup de morts blancs l'apprécie énormément parce qu'il trouve que c'est très respectable, c'est très islamique, contrairement à ce que pensent d'autres. Maintenant, Bamamoudou, vous avez la parole pour ta question. Bon, assalamu alaikum. Donc, j'ai 2 questions à poser à le docteur Nouridine. Donc, comme le live il était déroulé en français, est-ce qu'il y a une possibilité de poser mes questions quand même en arabe, si c'est possible? Bien sûr. Pour moi, c'est possible. Ah, mais c'est une émission en français. Parce que Adama, c'est lui qui doit faire l'émission en arabe, mais on peut pas avoir des gens qu'on invite Nouridine en français, il répond en arabe, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas. Oh. Ouais. Non, il peut poser ses questions en poulard. Hein. Oui, il pose.
Non, non, juste parce que le live, Alia, il avait posé des questions que tous étaient en français, donc comme pour Oui, c'est transmettre une le émission message en à des français autres aussi. aussi, C'est une ouais, émission en comme pour français. transmettre aussi des réponses On va demander des au deux docteur communautés seulement et tout ça, donc s'il est c'est pour prêt ça que pour j'ai nous faire une proposé. autre question en arabe, il n'y a pas de souci. Sinon aussi, il peut poser. C'est vous les chefs. Moi, si on me pose une question en arabe, je réponds en arabe. Si vous voulez Oui, traduire la on va réponse, accepter, mais pour dire prochainement, les gens, on ne peut c'est comme pas vous faire voulez, une c'est vous les chefs. organisation après C'est dire M. c'est pas Ali grave. Agay qui dirige. Oui, ok. Normalement, il doit poser en français. On va tolérer parce que c'est ça le but de l'émission. Parce que s'il parlait en poulard, on va lui poser des questions en poulard. S'il parlait wolof, mais ici c'est en français parce que si c'était l'arabe, moi j'ai pas besoin de poser. Adam va lui poser des questions en arabe. Donc on demande aux gens qui montent de poser leurs questions en français, s'il vous plaît. C'est parti. Ben Cheikh, Alors, on oui, vous écoute. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Noureddin. Bonsoir, la voix du désert et Ali Agaï. Bonsoir. Je suis beaucoup d'intérêt votre panel parce que c'est vraiment très, très, très enrichissant. Moi, je fais partie de la diaspora mauritanienne, je ne dis pas, oui, qui vit au Mali. Je demande à M. Mouhedine qu'est-ce qu'il pense de la situation des Mauritaniens actuellement qui sont résidents au Mali. Voilà. Le ministre est déjà passé ici. Voilà. Et nos compatriotes sont toujours restés dans la même situation. Il n'y a pas encore de changement. Voilà. Si vraiment il peut faire quelque chose, parce qu'il a une plus grande voix que nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va donner le temps à docteur de répondre. Merci. D'accord. Je vais essayer d'être rapide pour ne pas retenir tout le monde. Je pense Ouais, qu'on est à la fin de l'émission. Notre parti Mauritanie en avant a déjà publié 1 ou 2 communiqués sur cette histoire de population mauritanienne, d'expatriés compatriotes mauritaniens qui habitent au Mali, qui est une très importante population, qui sont souvent des boutiquiers, comme le sont dans d'autres pays africains. Ils ont des problèmes de papier. Apparemment, il y a un durcissement de la part des autorités maliennes, peut-être en réaction, malheureusement, aux expulsions qu'il y a eu au niveau de la Mauritanie. Je pense que les Mauritaniens s'entendent très bien avec les Maliens comme des frères, presque comme des frères, autant que les Sénégalais ou plus, depuis quelques années. Et donc nous, on dit toujours que les Maliens, ce sont nos frères. Seulement, bon, avec le problème de l'immigration là, et avec l'implication de l'Union européenne, vous avez vu ce que le ministre de l'Intérieur mauritanien a fait. Je pense qu'il a dû expulser environ 13 000, d'après le ministre malien. 13 000. Et donc, et vous avez vu les nouvelles autorités putschistes du Mali. Vous avez vu leur comportement avec la France et avec l'Algérie. C'est des autorités que certains n'hésitent pas à qualifier de réactionnaires. Donc, ils ont dû réagir très violemment au comportement des autorités mauritaniennes par rapport à l'expulsion de leurs compatriotes maliens. Ceci étant, nous en tant que parti mauritanien en avant, nous suivons avec attention les droits des expatriés mauritaniens qui habitent à Bamako, qui habitent dans d'autres, et même ceux qui habitent dans le nord qui n'est pas très bien contrôlé d'ailleurs par les autorités maliennes. Et nous avons lancé des appels pressants aux autorités mauritaniennes. Je peux m'engager ce soir à en faire davantage pour que les autorités maliennes soient interpellées par leurs homologues mauritaniens pour faire respecter à la lettre les droits des populations mauritaniennes qui se trouvent au Mali, notamment les boutiquiers, les commerçants et les métiers libéraux qui sont au Mali et qui n'ont rien fait de mal à personne. Et d'ailleurs, encore une fois, je rappelle que la communauté mauritanienne du Mali est une communauté très respectueuse des lois et des règlements intérieurs du Mali. Donc, Brahim Akoita, j'espère que Mohamed El-Ghazouani, je demande solennellement à Mohamed El-Ghazouani, à son président Ghazouani et son gouvernement, malgré que je suis de l'opposition, de faire attention à la population mauritanienne au Mali et d'exiger un niveau de souplesse par les autorités maliennes envers nos expatriés mauritaniens. Et je peux vous promettre que notre parti politique suivra ça de près, parce que nous avons un comité qui est chargé de suivre les affaires de diaspora et des communautés mauritaniennes résidentes à l'étranger. Oui, je vais poser la question de Momodouba qui a compris. On lui dit merci de sa compréhension. Il a dit, ma question est, c'est quoi votre stratégie pour améliorer les relations entre les différentes communautés ou bien ethnies? Nous avons une batterie de réformes au niveau du Parti mauritanien en avant que nous avions produite
depuis quelques années, lorsque nous travaillons sur notre projet, qui était un projet intellectuel à la base. Donc, nous disions dans nos discussions, mais on a un comité qui s'appelle Comité Union Nationale. Nous disions, pourquoi il y a une crispation entre les... Il faut d'abord identifier les problèmes. Quel est le diagnostic qui a fait que beaucoup de Mauritaniens ne se comprennent plus, n'étudient plus, n'habitent plus dans les mêmes quartiers? Donc, nous avons énuméré, si vous voulez, des choses qui nous ont semblé être les sources des problèmes entre les communautés mauritaniennes. Donc, c'est pas seulement la langue et la façon d'étudier, c'est beaucoup de choses. C'est même les marchés, ils sont pas fréquentés. Donc, il y a des solutions géographiques que nous comptons faire et que certains gouvernements mauritaniens ont déjà essayé et échoué en général, c'est de nommer des responsables des autres communautés, par exemple non hassanophones, Poudar, Soniké, ou alors des nommer dans comme dirigeants administratifs, comme responsables administratifs, dans des zones à densité mauresque, par exemple, à densité de Maure. Il y a un certain nombre de réformes qui sont faites dans d'autres pays dans le monde pour mixer davantage la population. Donc, il y a des solutions d'ordre social, d'ordre géographique. Il y a le divertissement qui joue un rôle. Il y a l'emploi, le travail qui joue un rôle. Il y a évidemment l'éducation nationale. Il va falloir lisser de sorte à ce que les petits Soniqués, les petits Poulards, les petits Maures puissent s'asseoir sur les mêmes bancs, travaillent, étudient ensemble, parlent là où les langues ensemble, et dès qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, ils vont savoir qu'ils sont pas chacun va regarder l'autre pas en regardant un monstre. On peut pas dire le Maure, il est comme ça. Donc, ce cumul de préjugés de part et d'autre, qui a eu le temps de se faire parce qu'il y a une séparation dans l'éducation nationale, il y a une séparation géographique dans les quartiers. Si on continue à laisser les Poulards, les Soniqués, les Wolof dans 5e et dans 6e et dans PK, et laisser les Haratin à Riyad à PK, et laisser les Bilan à Teret ou à Tujounin, aller dans les mêmes quartiers à Nouadhibou faire la même chose, laisser les gens de la vallée dans la vallée, mais ça c'est pas bon. Beaucoup de pays dans le monde, y compris les États-Unis et le Canada, ont travaillé sur un mixage, un mixage de population, aussi bien dans l'administration, dans l'éducation, dans le sport, et dans le divertissement, dans l'emploi. Il faut recruter les gens, ensemble, il faut laisser travailler ensemble, ils vont se connaître. Moi, ma mère, elle travaillait avec un certain Diop, c'était son meilleur ami de l'éducation nationale, parce qu'à l'époque, tout le monde était travaillé ensemble. Ma mère, qui est institutrice, son meilleur collègue, c'était Diop, qui venait à la maison, qui ramenait sa femme, qui devient notre tante, qui fait la couture avec ma mère, etc. Et nous, depuis qu'on est petits, moi, j'ai eu la chance de connaître des collègues à mon père et à ma mère, qui sont des Poulards et des Soniqués, donc j'ai compris que c'était pas des monstres, c'était déjà des Mauritaniens comme nous qui parlent notre langue, qui ont d'autres cultures différentes, mais on a beaucoup de choses de commun ensemble, on a beaucoup plus de choses en commun. Les gens, à entendre ça, peuvent penser que c'est de la langue de bois. Moi, je ne cherche pas de voix avec ça. Je ne cherche pas à plaire avec ça, parce que... Docteur, on dirait que vous êtes toujours à la défensive par rapport aux commentaires. Oui, parce que, en quoi vous êtes je allergique? vois des commentaires. Vous m'interdisez de répondre aux commentaires. Oui. Je vois des commentaires. En quoi vous êtes allergique dans les critiques en tant qu'homme politique? Non, je suis pas allergique. J'en ai subi depuis 8 ans. Quand je dis qu'il faut traduire un nom d'hôtel en français, en arabe, comme texte de raciste, nuit et jour, et qu'on dit que je suis un raciste. On dirait que ça ne vous sort pas. C'est comme vous avez vraiment emmagasiné ça. À chaque fois, vous répétez, ça vous a fait mal. Si vous voulez émettre un avis psychanalyste sur ma psychologie. Non, mais c'est une question. J'ai pas affirmé, j'ai posé juste une question. Non, vraiment, j'ai pas de complexe par rapport à ça, ni d'allergie, mais je ne m'étais pas face aux attaques gratuites. Je ne les accepte pas. Je ne me soumets pas aux insultes. Je les rends pas, je les retourne pas. Mais je dis que je suis sensible, je suis humain. Donc, je dois dire ce que je pense par rapport à ça. Donc, je pense clairement que voilà, il faut soigner. Il n'y a pas beaucoup d'ethnies en Mauritanie. Il y en a 3 ou 4. C'est très facile, si on est honnête. C'est très facile d'établir la justice. Je pense que si tous les Mauritaniens se voient recruter de la même façon, se voient étudier de la même façon, se voient nommer de la même façon, on va plus regarder ce Cridem. S'il y a 5 policiers qui sont tous blancs ou qui sont tous blancs, on va plus regarder ça. On va être comme au Brésil, comme aux États-Unis, on peut voir 5 policiers qui marchent ensemble, qui sont noirs, on trouve ça normal. On va voir une équipe de foot qui est totalement noire, on trouve que c'est normal, parce qu'il n'y a pas de complexe. Comme on peut voir 5 boutiquiers mauritaniens noirs, blancs, on trouve que c'est pas grave. Parce que du moment où l'État lui-même, il est neutre. Et on sait qu'il est neutre parce qu'il le démontre dans l'éducation, il le démontre dans l'emploi, il le démontre dans le financement, dans l'octroi de licences de banque et dans les licences de pêche. Si on fait ça, ben, tout le monde va être décomplexé. En fait, c'est décrisper la situation et décomplexer la situation. C'est ça. Oui, Adam, on va bientôt terminer, on va bientôt finir l'émission. Adam, je te laisse poser la question. Je vais poser 2 questions ensemble, je crois. Je vais poser la question de Moufassa. On vous a proposé 2 fois un portefeuille ministériel selon la presse. Pourquoi avoir refusé?
Alors, en fait, je pense qu'on m'a proposé, pas à moi personnellement, mais une fois c'était pour le parti lui-même. C'est la dernière fois sur Razouani, dans le début du mandat de Razouani. Un grand responsable et très proche du président Razouani m'a affirmé qu'on va nous offrir un portefeuille ministériel, un seul. Et c'est exigé que ce soit moi, personnellement, avec 5 postes importants qui ne sont pas ministres pour notre parti. Nous avons dit que, ce qu'on dit dans les médias, on avait dit, on peut accepter si vous vous ouvrez à l'opposition. Vous reconnaissez notre parti politique et vous dites que vous intégrez l'opposition. Pas que nous, on devient des applaudisseurs dans l'IPR ou dans l'INSA. Donc, ils n'ont pas donné de suite, c'est qu'ils ont refusé. Donc, on n'a pas refusé, on a mis des conditions pour nous faire respecter nous-mêmes, pour respecter notre engagement, pour être transparent et ne pas trahir la population mauritanienne que nous défendons. Sous Aziz, c'était une rumeur qui a été véhiculée et que Oulikoumache et un autre ont publié, comme quoi moi je rentre dans le gouvernement comme ministre de la fonction publique. Ils ont changé son nom en l'appelant ressources humaines nationales. Et apparemment des sources concordantes, ils ont pensé à me faire rentrer 2 fois et ils m'ont envoyé un signal, mais ça je n'avais pas pris au sérieux comme autant sur Razouani. Vous avez soutenu Mohamed Abdelaziz? Hein? Oui, 2 fois sous Mohamed Abdelaziz et une fois sur Razouani. Non, à un moment, vous avez soutenu Mohamed Abdelaziz ou pas? Pendant 2 semaines, nous l'avons soutenu en 2014 dans son élection parce qu'il nous a tenu des engagements envers la jeunesse mauritanienne qu'il a immédiatement ne pas respecté. Et donc, on s'est retiré pendant qu'il est fort et qu'il est bien installé. Donc, on s'est retiré 2 semaines après son élection. J'avais des questions concernant lui, mais on n'a pas le temps. Je vais poser ma dernière question. Oui. À chaque fois qu'on vous affiche la photo du député Mariam Mentisher, vous gardez le silence. À chaque fois. Moi, j'ai dit 2 fois à la télé quand vous affiche la photo du député Mariam Mentisher, vous décidez de garder le silence. Non, en fait, vous confondez. Le problème, c'est qu'il faut être... Vous confondez. Je l'ai fait une seule fois, mais c'était 2 députés, elle et sa collègue, qui m'ont insulté qui m'ont insulté régulièrement et gratuitement. J'ai même les pièces qui peuvent les inculper juridiquement. Et je me réserve le droit de porter plainte le moment venu s'il le faut, parce que c'est des injures, c'est des invectives et c'est des accusations. Mariam Tchèque a dit que mes diplômes étaient faux et que l'autre a dit que j'étais forgeron. Et c'est pas une insulte de dire que forgeron, mais c'est une fausse information. Et donc voilà, donc je juge que ce sont pas des personnes qui méritent que je parle de... Mariam vous a dit Rassibouna, les redoublants. Oui, elle a dit redoublant qui n'a aucun sens parce que redoublant c'est parler des gens qui ont fait des études, qui ont redoublé parce que son vocabulaire est extrêmement pauvre, qu'elle ne sait pas dire les gens qui ont perdu l'élection. Redoublant, c'est pas Rassibouna. Vous n'avez pas passé vous n'avez pas réussi à rentrer au Parlement. Oui, c'est ce qu'elle appelle Rassibouna, c'est qui est inadéquat, c'est pas le bon terme. Mais en fait, c'est trop léger, ça mérite rien du tout. Mais en fait, je respecte leur personne quand même. Je respecte leur personne. C'est pas une insulte, c'est pas un dénigrement. C'est juste ce qu'elles ne méritent pas. Aucun commentaire de ma part, je trouve. Okay. Merci. On va donner à Jojoba et Lama les 2 dernières questions. Chacun de vous a une question. C'est parti. D'accord. Assalamu alaikum. Je salue tout le monde. Nordine, ma question est la suivante. Quelle est votre analyse politique sur la situation du pays actuel? Ouf, ça c'est une longue question. Je pense qu'on en a parlé beaucoup ce soir, mais je peux vous le résumer pour votre question, que la situation est plus qu'alarmante, parce que je pense que le pays se trouve dans un carrefour décisionnel extrêmement rare et historique. Le pays actuellement va bientôt compléter un demi-siècle sous la gouvernance militaire. Il rentre il s'approche d'une moitié du mandat de Mohamed Razouani, le 2e général qui a gouverné le pays après son ami. Et je pense que la démocratie est toujours fausse. Le pays vient de connaître un séisme médiatique relatif au rapport où on a pu constater qu'un demi-milliard d'oublias a été pillé pour un peuple qui ne bénéficie pas d'un médicament qui se fabrique en Mauritanie, un peuple qui ne bénéficie d'aucune forme d'autosuffisance alimentaire et qu'on est en train de piller en même temps. Je pense que le pouvoir en place doit prendre des décisions historiques ou de basculer ou faire basculer le pays vers l'inconnu. Voilà, je peux le résumer comme ça. La situation politique est anormale. La démocratie est toujours noyautée, toujours une fausse démocratie malheureusement. Lama, à vous. Assalamu alaikum. Je salue tout le monde. Merci. Je vous salue, monsieur le président. Moi, ma question n'est que ce que j'aimerais savoir.
qu'est-ce qui vous a poussé exactement à vous engager dans la politique? Alors, je me suis engagé en politique avec mes amis du projet Mauritanie en avant. Ça s'appelait le projet En avant la Mauritanie en 2017. J'étais au Sénégal dans un séminaire où j'ai rencontré des responsables sénégalais, où j'ai rencontré des experts qui viennent partout dans le monde. Pour vous raconter la petite histoire, en 2017, où j'ai réfléchissé durant une pause. J'ai croisé beaucoup de directeurs de ressources humaines qui viennent partout dans le monde. C'est un colloque où il y a beaucoup de gestionnaires de ressources humaines, où j'ai pu constater que le problème essentiel de mon pays, c'est la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, qui est essentiellement la mauvaise gestion de toutes les ressources, notamment les ressources humaines. Donc, j'ai pensé à créer un groupe de réflexion, d'abord pas politisé, pour réfléchir aux vraies problématiques de la Mauritanie. Chercher à remplir le fossé entre l'existant et l'inexistant en Mauritanie, ce qui a débouché à un projet où il y a 15 comités techniques, la justice, la démocratie, l'unité nationale, la santé, l'éducation, etc., jusqu'au divertissement. À partir de là, on a trouvé 700 idées novatrices qui existent aujourd'hui dans un petit livre que nous avons. On n'a pas encore publié ça. Et la majorité d'entre nous ont dit, si jamais vous incarnez pas ça dans un parti politique en Mauritanie, ça sera un livre qui est écrit par tout le monde. Vous pouvez l'imprimer et le déposer. Moins de 1% de la population va le lire. Ou alors, faites de la politique, portez ces mouvements, créez un parti politique. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la politique en 2017. Merci. Je vais poser la dernière question de Mahmoud Aché. Je demande au grand modérateur qui modère le débat d'arrêter, s'il vous plaît, on a terminé. Merci beaucoup de sa modération. Nous sommes toujours fiers de le voir parce qu'il fait son travail convenablement. La dernière question avant de vous poser, est-ce que vous pensez que la dernière réforme éducative, dans un contexte particulier où le français est en train d'être drastiquement effacé du système éducatif et même dans l'administration, quelle est votre impression? Je ne suis pas tout à fait sûr que le français est en train d'être effacé. C'est la question de Mahmoud Aché. Oui, nous respectons le monsieur, merci pour sa question, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y a un effacement volontaire et drastique du français. Je pense que le français est une langue qui est quand même parlée par environ un demi-milliard de personnes dans le monde. C'est parlé par 400 millions de personnes environ. Donc, beaucoup de nos frères, d'ailleurs, paradoxalement, beaucoup de ces francophones sont des musulmans comme nous. Ils sont africains aussi, comme nous. Ils sont aussi arabes en partie, comme une bonne partie d'entre nous. Donc, il faut pas réduire le français ou la francophonie à la France. Et je dis pas ça parce que je suis francophone, parce que j'ai étudié en France. D'ailleurs, j'estime même pas que je parle bien ni français ni arabe parce que je suis un scientifique. Donc, je suis un informaticien, je parle aucune langue très bien. Mais j'estime quand même que le français est une richesse pour la Mauritanie. C'est une culture pour les Sénégalais, pour les Maliens. Nous communiquons avec beaucoup de nos amis, nos frères, même des Mauritaniens. Moi, je pense que le français, c'est une langue il faut qu'elle garde sa chance. Il faut pas qu'il y ait normalement, on devrait même pas avoir des francophobes. Mais s'il y a des gens qui n'aiment pas la France pour des raisons valables ou pas, ils doivent pas penser que le français, en tant que culture, en tant que langue universelle, n'y est pour quelque chose. C'est pas le français qui a colonisé l'Algérie pendant 132 ans et qui a fait des génocides ou des choses énormes là-bas. C'est les gouvernements français à un moment donné de l'histoire. Mais le français, c'est une langue, c'est une belle langue qui est parlée quand même par beaucoup de gens dans le monde, dans l'Amérique du Nord, elle est parlée dans le Maghreb, dans le Sahel et même en Asie. Donc, je pense qu'elle doit avoir sa place qui lui revient normalement. L'arabe n'existe pas comme langue par opposition, comme le français n'existe pas. Je pense qu'au contraire, en Mauritanie, on doit s'enrichir avec tant que le français nous est utile dans l'administration et dans la communication interne entre nous Mauritaniens, on devrait l'utiliser. L'arabe, il a sa place. Elle n'est pas en opposition avec le français. C'est la langue du Coran, c'est la langue de la religion. Elle a sa place, elle s'impose elle-même naturellement. Mais le français a aussi sa place. Je pense qu'on doit même, au contraire, on doit ramener l'anglais avec, pas pour remplacer, mais avec en plus, pour donner aux générations futures mauritaniennes plus de chances de briller dans le monde. Docteur, tout d'abord, merci de nous accorder. Il y a une question, boss. Pose, Adam? Il y a une question Mahmoud Aché. Je l'ai posée. Non, il reste une autre question. Question de langue. Mais chaque personne a une seule question, Adam. Okay, Mahmoud Aché, c'est sa question que j'ai posée à docteur. Désolé. Oui. Parce que nos invités, pour dire aux gens, nous ne pouvons pas vraiment faire passer tout le monde, on s'en excuse. Nous ne pouvons pas aussi prendre toutes les questions.
Alors, je vous demande de me laisser me concentrer parce que ça me fait rire. Bon, je disais, je disais, merci beaucoup, docteur. Vraiment, nous étions vraiment en bonne compagnie. Aussi pour dire que vraiment, merci de répondre à l'appel et nous espérons que nous aurons d'autres occasions de vous inviter sur ce panel afin de discuter sur des questions. Il y a des questions qui fâchent, il y a des questions aussi que vous avez étayées par rapport à la lanterne de Mauritania. Je disais aussi pour les modérateurs et tous ceux qui sont à l'origine de la préparation de l'émission en bas, sans citer de nom, on vous dit merci. Merci à Adama qui a été à l'origine des contacts pour que vous puissiez passer par notre plateforme. Et pour vous dire vraiment merci et bonne chance pour votre parti et bonne chance pour tous ceux qui désirent une Mauritanie en avant et prospère. Adam. Après, c'est lui qui va faire vraiment son message aux Mauritaniens. Je pense aussi par rapport à son parti. Et ça aussi, c'est une chose positive. Après avoir coincé toutes les questions, on vous donne la possibilité de pouvoir respirer un peu. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous, monsieur Alia. Je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse, pour votre courtoisie et pour une très bonne gestion du débat, machallah. Je remercie beaucoup mon frère Adama, que j'ai connu plus il y a pas longtemps. Avant, on a eu un contact avant, mais on ne se connaissait pas. Et maintenant, on se connaît très bien. Je le remercie beaucoup pour faciliter. C'est vraiment une offre que vous me faites, à parler surtout à mes compatriotes mauritaniens qui ne sont pas forcément des hassanophones, qui ne comprennent pas la hassania, on s'exprime. L'essentiel pour nous, c'est que le message passe et qu'on se comprenne entre nous. Et évidemment, il faut briser la glace, ça prend du temps, peut-être pour certains. Il y a certains qui sont dans il y a beaucoup de cumul de préjugés. Ça prend du temps. Mais je pense que ce que vous faites là, c'est un travail louable. Et c'est un travail bon pour la nation, pour le futur de la Mauritanie, pour bien fortifier l'unité nationale mauritanienne qui en a le plus besoin historiquement. Moi, je vous remercie beaucoup. Je suis fier de vous. J'irai même jusqu'à dire que je suis fier de vous. Et je suis connu pour ne pas avoir la langue de bois. Parce que quand je suis pas d'accord, je dis que je suis pas d'accord. Et ça me coûte beaucoup de problèmes et d'insultes. Donc, mais là, je tiens à vous dire que je suis fier de vous. Monsieur Alia, c'est la première fois que je parle avec vous. Adama aussi, je suis fier de lui. Parce qu'il incarne beaucoup de l'unité nationale. Je le suis depuis un moment. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait un travail pour donner la parole à tout le monde, même quand il n'est pas d'accord avec eux. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver ensemble. Et moi, en tout cas, je tiens à vous dire quelque chose. Que ça plaise ou pas, et c'est pas nuancé, je termine par ça, que moi, je parle au nom du projet du Parti Mauritanien en avant. Moi, je ne veux pas de Mauritanie où il y a qu'une seule tribu, où il y a qu'une seule couleur, où il y a qu'une seule langue. Je pense que ça serait dommage. Et c'est stupide de penser qu'on peut faire une Mauritanie où on parle que le hassani. Moi, je suis hassanophone. Je veux pas qu'une Mauritanie qui parle que le hassani. C'est pas intéressant pour nous. Et c'est pas attractif pour nous. Comme je veux pas d'une Mauritanie où on parle que le wolof, où on parle que le soninké ou le poula. Je pense qu'on est bien comme on est. Il faut juste qu'on n'accepte pas qu'on nous divise. Et qu'on avance et qu'on enlève les préjugés et qu'on apprenne à la jeunesse à venir qu'on est tous, on n'est pas des monstres tous. On peut ne pas avoir la même couleur, on peut ne pas avoir le même dialecte, la même langue, mais si c'est que ça qui nous sépare, c'est pas grand chose. On peut faire un bon pays, Inch'Allah. Et j'espère que Dieu nous facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, merci au docteur. C'est un honneur pour nous aussi et ça va encourager aussi les autres politiciens de venir ici. C'est la voix du désert, c'est la voix de tout le monde. C'est pour cela que je dis tout le temps, c'est la voix de sans voix. Donc tout le monde est le bienvenu ici. Comme la page Facebook aussi, tout le monde est bienvenu là-bas. Qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. L'essentiel, c'est des pages mauritaniennes. C'est des pages pour tous les Mauritaniens, sans distinction. Mais on vous demande juste une petite chose. Si on donne un tour le frère, احنا اليوم عدلنا هذا البرنامج لا بالفرنسيه وعندنا رئيس كوريا اليوم كيم جونغ اون قالوا عن نتكلموا لا الفرنسيه ونختار الدكتور يعطينا الوقت ان شاء الله الاسابيع الجايه ان شاء الله ونجمع الوقت نعدلوا مولي حلقه ان شاء الله وخاصه بالحسن ان شاء الله ربنا. السلام عليكم. Merci beaucoup docteur. Merci beaucoup. Salut à tout le monde. Alors merci, à très bientôt.